Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Henry Tillman, fondateur d'Asia Investment Research et PDG d'Ayana Research, pour discuter et nous éclairer sur ce qui se passe dans le domaine de l'énergie nucléaire et bien sûr sur la géopolitique qui l'entoure. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Et c'est un moment important, car tant de choses se sont passées en si peu de temps. Oui, nous en parlions plus tôt. Vous avez mentionné que ces 35 derniers jours, il y a eu une succession de développements révolutionnaires. Vous et moi avons déjà discuté de certains de ces progrès, comme les travaux de la Chine sur le thorium, la soi-disant révolution du thorium, qui, selon certains, offrirait à la Chine 60 000 ans d'énergie bon marché. Mais, comme nous le voyons, l'Inde et la Russie travaillent également sur ce sujet, développant le premier petit réacteur modulaire à base de thorium. Je me demandais si vous pouviez approfondir certains des événements en cours, car c'est vraiment extraordinaire. Et comme je le suggérais, cela change aussi de manière significative le monde de la géopolitique ou de la géoéconomie. Encore merci. Je suis ravi de pouvoir présenter toutes ces données, que selon moi, personne n'a encore réunies dans une présentation aussi concise. Il y a tellement de choses à aborder en seulement 30 minutes. Entre le 28 juillet de cette année et le 2 septembre, soit 35 jours, 4 grands partenariats nucléaires ont été soit créés, soit renforcés entre différents pays. Et bien sûr, cela s'achève avec un 5e partenariat concernant le GNL et le gazoduc Force de Sibérie, comme vous le savez bien. Passons donc à chacun de ces points séparément. Le premier concerne les 28 et 29 juillet, lorsque l'ENEC, la Emirates Nuclear Energy Corporation, et la Corée ont collaboré pour élargir leur partenariat précédent. Ainsi, l'ENEC, avec beaucoup d'aide de la Corée, a construit la plus grande centrale nucléaire du monde arabe, qui est pleinement opérationnelle depuis 2024, après 15 ans de travaux. Il s'agissait des réacteurs nucléaires de KEPCO, soutenus par une main-d'œuvre coréenne. Parmi les 18 000 travailleurs ayant permis de réaliser ce projet, 2 300 étaient coréens, faisant de cette centrale non seulement la plus grande centrale nucléaire du monde arabe, mais fournissant également 25% de l'énergie de l'ensemble des Émirats arabes unis. Aujourd'hui, ENEC, en raison de ses liens avec les Émirats, a évidemment participé à la COP28. Lors de la COP28, on se rend compte que le monde compte actuellement 22 pays en guerre. 31, je crois, ont accepté de développer de manière agressive l'énergie nucléaire civile et sûre dans le monde au cours des 30 prochaines années afin d'atteindre 30% de la production mondiale d'électricité d'ici 2050. Ainsi, ENEC a été particulièrement dynamique après la COP28 en investissant dans plusieurs entreprises de petits réacteurs modulaires SMR. Et encore une fois, ils se sont associés à la fois à Samsung et Hyundai. Comme je l'ai mentionné précédemment, les deux, apportent soit des ressources humaines, soit des technologies à la table, des compétences en construction et ou de nouvelles technologies, telles que les SMR compartimentés, qui ont été lancés en juin de cette année. Ainsi, la combinaison d'une aide physique réelle et qualifiée, soutenue par des avancées technologiques dans la construction de ces SMR, a constitué une force puissante reliant ces deux pays et élevant leur partenariat à un niveau mondial. De plus, ensemble, ils ont investi dans 13 SMR. Il n'existe que 80 SMR dans le monde, donc c'est un partenariat assez significatif, et les SMR à eux seuls contribueront à faire avancer les choses. Par ailleurs, ENEC est liée à TAQA. Elle est contrôlée par TAQA. TAQA est une force de financement majeure pour accélérer les investissements dans ces petits réacteurs modulaires, SMR, à travers le monde. Il s'agit donc d'un lancement très important, les 28 et 29 juillet de cette année. Encore une fois,
un leader aux Émirats arabes unis et des dirigeants en Corée portent ce projet à un niveau supérieur. Maintenant, pour ne pas être en reste, 2 jours plus tard, le 31 juillet, les États-Unis ont annoncé, dans le cadre des négociations avec la Corée, un programme complet visant à renforcer la base américaine dans le domaine du transport maritime, ainsi que dans l'énergie nucléaire. Mais avant d'aborder ce point, il convient également de noter qu'en réalité, quelques mois auparavant, le président Trump avait fortement œuvré pour modifier les lois locales américaines, DOE, DOD, etc., afin de permettre des changements rapides dans le secteur du nucléaire, tout comme il l'avait fait pendant la crise du Covid il y a quelques années. Donc, tous ces changements ont été mis en œuvre rapidement, et il a exigé qu'il y ait une forme de SMR fonctionnelle d'ici 2026. 3 SMR sous l'égide du département de la Défense. C'est extrêmement ambitieux. De plus, avant cela, la Corée a été très active dans l'examen du transport maritime mondial et des SMR en mer. Il existe environ 3 ans de données à ce sujet, essentiellement avant et après la COP28. Par ailleurs, les Coréens ont acheté, en 2020, des chantiers navals basés à Philadelphie, aux États-Unis, pour construire des navires. La production américaine était d'environ 1 navire et demi par an, alors que la Corée en construit 40 par an. On pouvait donc constater qu'il existait un écart, notamment que Trump avait identifié, non seulement dans la production nucléaire et les SMR, mais aussi un manque relevé par ses associés concernant le besoin en puissance pour l'IA, ainsi qu'un énorme déficit dans le secteur maritime. Tout cela a été intégré dans les négociations de fin juillet lors des discussions commerciales entre la Corée et les États-Unis, qui se sont conclues par le fait que la Corée ne paierait qu'un tarif douanier de 15% sur les marchandises, contre les 25% initialement envisagés, en échange d'un engagement de 350 milliards de dollars pour construire des navires aux États-Unis à un rythme accéléré. Ils disposent d'une petite base, comme je l'ai mentionné. Cette base a coûté 100 millions de dollars. C'est tout. Mais leur base actuelle ne peut réellement produire qu'un navire et demi par an. L'objectif est d'atteindre au moins 10 navires par an. Il faut donc un investissement massif pour que cela fonctionne. Et c'est une partie essentielle si l'on veut combler l'écart en construction navale entre ce qui se passe en Chine et en Russie. Et cela, je veux dire, a déjà commencé immédiatement, car ils sont déjà en activité depuis l'année dernière. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de compétences provenant d'anciens membres de la marine militaire dans la région, qu'ils pourraient utiliser pour reconstituer les effectifs plus tôt que prévu. Oui, donc c'est pour accélérer la construction navale, et donc accélérer le déploiement des SMR aux États-Unis. Mais malgré tout cela, il n'y avait aucun lien avec le thorium, dont nous parlerons plus tard. Nous en avons déjà parlé et nous y reviendrons. Et il n'y avait pas non plus de lien avec les brise-glaces. Comme vous le savez, la politique des États-Unis est de participer aux opérations dans l'Arctique, que ce soit pour le pétrole et le gaz, la défense ou autre chose. Et il existe un énorme écart en matière de brise-glace, que j'ai d'abord mis en évidence lors d'une présentation que j'ai faite en octobre 2019 en Islande. L'écart, c'est que la Russie en possède 41, dont 8 sont des brise-glaces nucléaires, capables d'opérer sur la route maritime du Nord pendant jusqu'à 7 mois sans avoir besoin d'être ravitaillés ou ramenés à terre. Les États-Unis en ont un seul, qui a environ 40 ans. La garde côtière l'a récemment acheté. Il y en a un autre qu'ils essayent de convertir d'un usage commercial à un usage gouvernemental. Et ils en ont également un qui sert de réserve de pièces détachées ou, si vous préférez, à des fins de recherche. Alors que tout le monde était captivé par les réunions en Alaska entre Poutine et Trump, l'attention réelle, même s'il n'y a pas eu nécessairement de progrès,
comme nous l'avons constaté jusqu'à présent, sur l'Ukraine, a surtout porté sur l'Arctique et la coopération entre les États-Unis et la Russie dans cette région lors de ces discussions. Et le premier résultat concret, c'est la signature par Poutine d'un décret qui laisse la porte ouverte à ExxonMobil pour réinvestir dans Sakhalin, qu'ils avaient perdu à la suite des événements de 2022. Ils ont perdu beaucoup d'argent dans ce processus. Mais cela permet à ExxonMobil de reprendre cette participation d'ici la fin 2026, à condition que les sanctions soient levées. Voilà le premier point. Deuxièmement, Trump a clairement indiqué qu'il souhaitait, et je crois que ses propres mots étaient, avoir aussi 40 magnifiques brise-glaces. Maintenant, je ne suis pas sûr que Poutine puisse construire 40 brise-glaces rapidement, mais je suis certain que c'est ce qu'il a dit, du moins lors d'une conférence de presse en Caroline du Nord. Donc, je pense qu'il y a une réelle volonté de collaborer à la construction de brise-glaces ensemble. Encore une fois, il s'agit ici de pétrole arctique, provenant d'ExxonMobil, de brise-glace dont nous parlons, et aussi de liens avec des équipements américains pour aider à la gazéification en Russie. Jusqu'à présent, tout cela s'est produit entre le 28 juillet et le 15 août. Cela fait, en gros, 2 semaines et demie. Et puis, nous arrivons à l'OCS. Et à l'OCS, bien sûr, il y a eu une rencontre bilatérale entre l'Inde et la Russie. Or, l'Inde et la Russie collaborent, comme tu le sais, Glenn, depuis de très nombreuses années, des décennies, dans le domaine du nucléaire civil. Mais ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que l'Inde a vraiment pris le taureau par les cornes en matière d'énergie nucléaire. Ils ont présenté un budget très ambitieux pour la développer. Et cela a du sens car, comme nous l'avons déjà dit, ils disposent d'un stock important, ils sont leaders mondiaux en thorium, et ils examinent toutes les options possibles pour transférer leur capacité et leur uranium vers le thorium. Donc la combinaison de ces éléments a conduit à une série de coopérations entre l'Inde et la Russie. Et je pense que l'une de celles que vous avez mentionnées précédemment est la volonté de collaborer dans le domaine du nucléaire, sur l'énergie au thorium, si vous voulez, entre les deux pays. Cela a été annoncé en mai, mais confirmé par le président de Rosatom le 2 septembre. Je crois que c'était le 1er septembre, lorsqu'ils étaient ensemble à Pékin. Oui, de plus, il y a aussi des discussions selon lesquelles ils seraient prêts à s'engager, à aider à développer les capacités de réacteurs nucléaires de 4e génération en Inde. Les seules capacités fonctionnelles actuelles de réacteurs de 4e génération se trouvent en Chine. Alors que 13 pays développent des capacités de 4e génération pour les réacteurs nucléaires, la Chine est en tête avec un projet, mais la Russie la suit de près. En somme, on observe une collaboration tripartite entre la Chine, la Russie et l'Inde dans ce domaine. C'est le premier point. Deuxièmement, il existe également un lien entre la Russie et l'Inde pour construire, avec la Chine, un pôle de production nucléaire dans l'Extrême-Orient, auquel l'Inde participerait. Il en va de même pour le transport maritime dans l'Arctique, avec les ports, comme on le constate déjà, et la logistique, là encore avec la Russie et l'Inde, ainsi que pour le transport maritime en Antarctique. Et bien sûr, cela s'étend au GNL russe, qui est également payé dans des devises autres que le dollar américain. Il se passe donc déjà beaucoup de choses sur ces 3 fronts, en fait. Comme je le dis, il se passe beaucoup de choses. Cela concerne la première partie, celle liée à l'OCS. Je pourrais également ajouter que les flux vont aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que Rosatom a en fait décidé de construire une usine en Chine, où la Chine prendrait en charge, si vous voulez, les différents besoins de production de Rosatom pour développer les FNPB dans le monde, ou les SMR dans le monde. Cela relie donc la Russie et la Chine. Oui, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'interactions entre ces 3 pays,
ce qui, je pense, d'après votre connaissance de l'histoire russe, ne vous est pas inconnu. Oui, eh bien, l'aspect visuel de la situation était également très présent lors de la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai en Chine. Et je pense que nous avons tous les deux pensé à la concrétisation du triangle de Primakov. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Primakov était le ministre des Affaires étrangères, puis le premier ministre de la Russie. Il y a eu cet événement dramatique en 1999, alors qu'il se rendait à Washington pour discuter des tensions au Kosovo. Pendant ce temps, les Américains et l'OTAN ont commencé à attaquer la Yougoslavie, en violation du droit international. Quoi qu'il en soit, il a fait faire demi-tour à l'avion en plein vol, et cela est devenu très symbolique de ce qui se passait. Et eh bien, le contexte était important, car dans les années 90, les Russes avaient pour objectif de s'intégrer à l'Occident, de créer cette maison européenne commune, tout cela. Mais au lieu de cela, ils se sont rendus compte, parce que cette attaque est survenue 12 jours après la première expansion de l'OTAN, ce qui signalait qu'il y aurait une nouvelle Europe, une Europe hégémonique à laquelle la Russie n'appartiendrait pas. Et dans cette nouvelle Europe hégémonique, le droit international serait, eh bien, il existerait, et les Nations Unies seraient subordonnées parce que l'OTAN primerait. Encore une fois, il s'agissait d'une paix hégémonique. La raison pour laquelle cela a été si significatif, c'est que c'est à ce moment-là que les Russes ont en quelque sorte commencé à perdre espoir dans l'avenir de cette Europe commune. Et Primakov a été le premier à proposer qu'il nous faudrait un système international multipolaire, quelque chose pour contraindre l'Occident politique et ses ambitions de diriger le monde par le biais d'une hégémonie. Il a alors identifié ces trois piliers, la Russie, l'Inde et la Chine. Ce triangle était nécessaire afin d'obtenir un système international plus équilibré, où le droit international pourrait primer. Eh bien, l'objectif n'était pas de vaincre les États-Unis, comme dans la politique des blocs, mais de limiter, de mettre fin aux ambitions hégémoniques et d'instaurer un système international plus équilibré. Le problème dont je me souviens en 1999 était évidemment que ni la Chine ni l'Inde n'avaient alors les capacités ni la puissance économique pour s'opposer à ce modèle hégémonique que l'Occident promouvait également en élargissant l'OTAN. De plus, ils n'avaient ni la volonté ni la préparation nécessaire. Mais les grandes idées étaient déjà en train de germer. Et ce fut un moment important, car ils ont compris que cet ordre mondial unipolaire ou hégémonique était inacceptable. Et pour le contrebalancer, il fallait former ce partenariat avec la Chine et l'Inde. Encore une fois, cela ressemblait un peu à de la science-fiction en 1999. Mais il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, nous voyons cela réellement émerger. Mais c'est aussi pour cela que j'ai trouvé le secteur de l'énergie si intéressant, parce que nous parlons tous désormais de la nouvelle économie mondiale qui se construit autour de l'IA et des plateformes numériques. Mais la seule chose dont vous avez besoin pour cette nouvelle révolution industrielle, c'est une énergie bon marché pour alimenter tous ces centres de données. Et encore une fois, cela a toujours été le cas. L'énergie est la source de l'essor des civilisations. Donc, le fait qu'ils aient maintenant tous ces partenariats énergétiques reliant ces trois pays est vraiment fascinant. Mais à quel point sont-ils avancés cependant? Je sais que nous avons déjà parlé du thorium, mais j'imagine que les gens ne savent pas vraiment ce qu'implique la révolution du thorium. Pourquoi est-ce si important dans ce partenariat? Eh bien, peut-être encore quelques points. C'est l'un des points. Je dirais que le point principal à ce sujet est l'ascension de l'Inde et son désir de devenir un acteur majeur et un leader mondial dans le domaine des nouvelles énergies. C'est un changement
et une innovation extraordinaire. D'après mon expérience en Inde, en tant que conseiller, j'ai constaté, tout comme l'expérience de Trump aux États-Unis, qu'il existe une résistance au sein de certains groupes en Inde. Modi est un dirigeant différent. Modi a simplement pris de la hauteur et a dit « Voici ce que nous allons faire ». Et c'est un changement extraordinaire qui se reflète dans le budget. Ils ont un programme en cours qui montre les progrès réalisés depuis les années 1950. Voici comment nous allons passer de l'uranium au thorium, comme dans les années 50. Mais aujourd'hui, il y a des étapes intermédiaires, et ils franchissent en fait une étape au milieu, pas seulement avec la Russie. La première technologie de transition vers le thorium vient en réalité des États-Unis, appelée Core Energy, des États-Unis vers l'Inde, qu'il a adopté depuis la fin août de cette année. L'Inde est donc très progressiste à ce sujet. Ce n'est pas seulement la Russie, c'est aussi partout où la technologie permet de faciliter cette transition. Ils en ont déjà parlé, mais maintenant ils se concentrent sur sa mise en œuvre. C'est un grand changement. Je pense donc qu'ils ont toujours voulu passer au thorium. Maintenant, ils ont la volonté de le faire. Le moteur est en haut et ils disposent des fonds nécessaires pour le faire. Maintenant, ils vont chercher les meilleures ressources, que ce soit en Russie, aux États-Unis ou ailleurs. Donc c'est aussi un grand changement, je pense, du point de vue de l'Inde. La deuxième chose que j'ai mentionnée à propos de l'énergie, encore une fois, j'ai terminé cela le 2 septembre, c'est le projet Power of Siberia. Oui, c'est un véritable bouleversement. En somme, nous avons maintenant un nouvel acteur à ajouter à votre triangle, à savoir la Mongolie. Cela passera par Yamal, par la Mongolie, jusqu'à Pékin. Et c'est un changement majeur en ce qui concerne le GNL. Je pense que les propos du président Xi à ce sujet étaient assez forts, disant que nous devrions nous concentrer sur la réalisation de ce projet. Oui. Et nous ne devrions pas être dissuadés par des forces extérieures. Ce qui signifie, selon mon interprétation, je ne suis pas un militaire. Mon père l'était, mais pas moi. Tel que je le comprends, cela veut dire, n'envisagez même pas d'utiliser vos alliés occidentaux pour attaquer cela, en parlant de ce qui est construit de la Russie vers la Chine. Je vous laisse cela à vous et aux grands esprits géopolitiques. Mais c'est une déclaration forte. Cela augmente directement les flux. Et cela prouve aussi, encore une fois, que la croissance de la Russie se fera vers la Chine, vers l'Inde et d'autres régions, l'Asie du Sud et l'Afrique, et non vers l'Occident. Et l'Occident ne s'est probablement pas rendu service en perdant ce GNL mondial. Ce sont donc, encore une fois, des éléments qui changent la donne. Un autre est arrivé le 2 septembre. Cela m'a paru extraordinaire. Et cela est passé assez inaperçu, étonnamment, dans les médias occidentaux. Cela double les flux de gaz de la Russie vers la Chine. Mais il ne s'agissait même pas du gaz situé dans la partie asiatique de la Russie. Cela vient de Yamal, dans l'Arctique. De Yamal, c'était ce gaz qui devait alimenter les économies européennes pendant des décennies, en fournissant une énergie bon marché et fiable, essentielle à la compétitivité économique de l'industrie. Et alors que nous célébrons la mort de Nord Stream et notre indépendance vis-à-vis de l'énergie russe, sans la remplacer réellement par quelque chose de durable, nous oublions que, encore une fois, le principal élément de la multipolarité est la capacité à exercer cette coercition économique. Cela diminue lorsque vous avez des partenaires alternatifs et vous voyez maintenant que tout ce flux de gaz va simplement vers la Chine à la place. Et pour moi, c'est tout à fait extraordinaire parce que, à l'ère de l'énergie bon marché, l'une des raisons pour lesquelles les Chinois sont si compétitifs dans le domaine de l'IA et ailleurs, c'est aussi parce que c'est le seul endroit où les prix de l'énergie baissent réellement. En Occident, ils ne cessent d'augmenter. Donc oui, c'est extraordinaire que nous ne réfléchissions pas davantage à cela.
Quoi qu'il en soit, 35 jours, 5 partenariats différents dans le domaine de l'énergie nucléaire à travers le monde. Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour voir cela, mais c'est arrivé. Quelle est l'importance du développement de l'Arctique? Parce que vous avez mentionné la Russie avec ses 41 brise-glaces, dont plusieurs à propulsion nucléaire. Mais dans quelle mesure les ambitions de la Chine et des États-Unis de, je suppose, participer et d'acquérir les mêmes capacités ou des capacités similaires sont-elles significatives? Vous êtes aimable avec moi, mais vous ne saviez probablement pas que j'étais l'un des 3 auteurs de l'article de 2018 sur la route du Nord. J'étais donc l'un de ces 3 co-auteurs. Je ne pense pas que vous le saviez, mais merci d'avoir posé la question. À mesure que la glace fond, cela change énormément les temps de transit et la sécurité. Bien sûr, la sécurité doit être gérée en collaboration avec le gouvernement russe. C'est une fraction du temps par rapport aux autres routes, et le coût est bien plus bas. J'ai présenté cela pour la première fois en 2021 à Reykjavik, et le gouvernement américain était présent pour voir tous ces chiffres. Ils l'ont vu à l'époque. Ils étaient occupés à faire autre chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'avenir. Et à mesure que la route maritime du Nord continue de s'ouvrir avec le réchauffement climatique, comme ce sera le cas, c'est un élément essentiel de tout cela. Et Trump le sait. Il le savait. Les chiffres étaient là pour eux. Le ministère de l'Énergie était là, et le ministère de la Défense aussi quand je présentais les informations, ils l'ont vu à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'attention portée à ce sujet. Je pense qu'il y a une prise de conscience, et je pense que le Groenland en est un exemple. C'est mon avis, je ne sais pas. Mais si vous voulez jouer dans l'Arctique, il faut être un acteur majeur. On ne peut pas simplement être présent. Et tout cela va arriver. Cela va prendre de l'ampleur. Les flux vont devenir de plus en plus importants, à mon avis. Et tout va aller de plus en plus vers l'Est. C'est pour ça qu'ils sont tous à Vladivostok, non? Et ces ports se développent, n'est-ce pas? Donc ça, c'est davantage l'aspect Inde-Russie, c'est-à-dire la logistique, les ports et l'énergie bon marché. Et je pense que c'est plus large, parce qu'encore une fois, l'Inde est on parle de pays à vocation scientifique, n'est-ce pas? La Chine, la Russie et l'Inde sont fondées sur la science. Ici au Royaume-Uni, nous sommes fondés sur le politique. Nous sommes fondés sur les sciences politiques, n'est-ce pas? Nous formons des gens aux États-Unis, connus dans le monde entier pour leurs avocats. Ces autres pays sont connus pour la science. C'est un monde différent. Eh bien, il est fascinant de constater que le corridor arctique est également un élément qui relie ces 3 géants eurasiens, car la Chine s'est évidemment qualifiée de puissance proche de l'Arctique. Mais son accès à l'Arctique, qu'elle intègre conceptuellement à l'initiative la ceinture et la route, ou la route de la soie, en l'appelant la route de la soie polaire, est assez évident. Mais le cas de l'Inde est aussi fascinant car, comme vous l'avez suggéré, le fait de relier le port indien de Chennai à Vladivostok vise également à intégrer l'Inde à ce corridor arctique. Donc tout le monde semble y participer, sauf les Européens maintenant, bien sûr. Mais je voulais justement vous interroger sur ce que vous percevez de la possible relation arctique entre la Russie et les États-Unis. Parce que, encore une fois, il s'agit d'un autre géant qui idéalement participerait à certains de ces projets. Et en effet, lorsque l'on observe aujourd'hui les négociations entre les États-Unis et la Russie, notamment concernant l'Ukraine, il semble que l'un des objectifs principaux soit que les Américains se désengagent quelque peu de la guerre en Ukraine, pour laisser les Européens gérer cela eux-mêmes, afin que les Américains et les Russes puissent se concentrer davantage sur des questions bilatérales. Et lorsqu'on parle de questions bilatérales, on a l'impression que l'Arctique pourrait en être un élément important.
c'est-à-dire les projets énergétiques, le transport et toutes les autres activités dans cette région, ce qui, je suppose, serait bénéfique pour atténuer une partie de cette rivalité à somme nulle. Mais avez-vous vu quelque chose en préparation, en termes de coopération, plutôt que de se limiter à cette concurrence acharnée? Non, non. Je vois clairement que les États-Unis et la Russie veulent coopérer des deux côtés. Comme je l'ai dit, Exxon est très intéressé. Exxon a passé par pertes et profits 4,5 milliards de dollars lorsqu'ils ont dû quitter Sakhalin et ils ont perdu ce droit sur le bilan, avec un impact immédiat de 250 millions de dollars sur le compte de résultats. C'est donc un coût énorme. Et j'ai oublié combien les États-Unis ont dû passer en pertes, je ne veux pas dire de chiffres erronés, mais c'est des milliards, plusieurs milliards, lorsqu'ils ont dû partir. Il y a donc un flux naturel entre les deux pays. Et bien sûr, c'est l'Arctique qui en est le moteur. Et cela continuera à s'accentuer à mesure que la fonte des glaces s'intensifie. Donc ça doit arriver, et Trump le comprend, et Poutine le comprend aussi, et je suis sûr qu'ils essayent de trouver un moyen de faire fonctionner cela dans les contraintes qui existent actuellement autour de l'Ukraine. Mais je ne parierai pas contre. Je pense qu'ils sont tous les deux déterminés et savent que c'est la bonne chose à faire sur le long terme. Et cela arrivera, à mon avis. Rob, dans le monde de l'énergie, oui, j'ai mentionné 3 choses spécifiques dans mon intervention précédente à ce sujet, n'est-ce pas? Eh bien, une dernière question concerne justement ce que vous voyez arriver, ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le domaine de l'énergie. Parce que je sais que c'est difficile à prévoir, surtout étant donné la rapidité avec laquelle ces projets sont annoncés et la façon dont le monde semble tourner de plus en plus vite. Mais toutes ces initiatives ne se produisent pas en vase clos, ni indépendamment les unes des autres. Il y a une dynamique plus large à l'œuvre. Je me demandais simplement ce que nous pouvons espérer voir, sinon dans les mois ou les semaines à venir, du moins dans les années à venir, encore une fois dans le secteur de l'énergie. De plus en plus d'innovation. Le développement continu de l'innovation. Comme je viens de vous le dire, il existe désormais un carburant de transition que les États-Unis développent pour l'Inde. Et ils demandent à Maersk d'apporter du thorium. Toutes sortes d'innovations sont en cours. Ma vie tourne autour de diverses formes d'énergie. Je ne sous-estimerai rien. Il y a tellement de formes différentes que j'étudie. Je parle maintenant de batteries au magnésium, n'est-ce pas? Dans plusieurs pays d'Afrique et ici au Royaume-Uni, pas de lithium. Le secteur de l'énergie continue de connaître énormément d'innovations. Et c'est pour cela que c'est une période passionnante pour travailler dans cette industrie. Il ne s'agit pas seulement de 900 ans de charbon provenant de Russie, ce sont les propres mots de Poutine récemment, l'approvisionnement en charbon pour les 900 prochaines années. Mais c'est en fait l'innovation qui l'accompagne. Diverses formes de fission, de fusion, etc. Tout cela est en cours. Donc, lorsque nous parlons à un pays de son portefeuille énergétique, c'est comme un portefeuille d'investissement. Il faut examiner son portefeuille et se demander où en est-il aujourd'hui? Où sera-t-il à court terme? Ce que j'essayais de vous montrer aujourd'hui dans cette, appelons-la une discussion de fumée, c'est un instantané de la situation actuelle. Et je pense que le plus grand changement dans cette discussion, et ce qui rend ce dont vous avez parlé, le triangle, si important, c'est le désir de l'Inde de devenir un leader mondial, en particulier dans le thorium. C'est un changement majeur, et il est porté par Modi. C'est important. Toute cette aspiration de l'Inde est aussi, à mon avis, essentielle pour comprendre pourquoi les Indiens ont résisté avec autant de force aux efforts des États-Unis
visant à ce que l'Inde se subordonne aux politiques de Washington, notamment en s'isolant. Je veux dire, si l'on souhaite devenir une grande puissance, ce qui est manifestement le cas de l'Inde, elle ne peut pas permettre que ses intérêts nationaux soient subordonnés à ceux des États-Unis, ni que ses ambitions de grande puissance soient simplement abandonnées pour devenir en quelque sorte un État de première ligne. Non, c'est vraiment fascinant. Il y a beaucoup de raisons. Quand on regarde une œuvre d'art, il y a beaucoup de choses que l'on va y voir. Donc je pense que ce que vous soulignez est l'un des éléments. Je pense qu'il y a plusieurs raisons derrière ce qui a été fait. Je ne suis pas géopoliticien, je vous laisse cela. Je vais donc simplement m'en tenir à mes données. Oui, non. Les Indiens ont beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Oui, beaucoup d'autres. Mais il est intéressant de noter que l'aspect de grande puissance doit aussi être l'un des éléments et qu'il mérite d'être pris en compte. Ils veulent être un leader mondial dans le domaine de l'énergie et du nucléaire. Incroyable. Ils l'ont vraiment mis en place, ils l'ont lancé en 1953-54 et maintenant ils le font. Assez incroyable. Le pont vers le thorium. Eh bien, nous vivons une époque intéressante. Alors, Henry, merci beaucoup pour votre temps et pour avoir partagé vos connaissances et vos idées avec nous. Merci beaucoup. Comme toujours, Glenn. D'accord, merci beaucoup. Au revoir pour l'instant.